Il a disparu après sa blague cruelle, puis a posté une seule enveloppe. Elle l'a dit juste assez fort pour que la table à côté de nous se retourne. C'est fini entre nous, a-t-elle dit en levant son verre de vin d'un air théâtral. Ses yeux pétillaient. Ses amis se sont emparés de leur téléphone, déjà en train de filmer, déjà en train de sourire. Et puis vint le coup de grâce. Je plaisante, ont-elles rugi. Des éclats de rire, bouche bée, des cris stridents, des verres qui trinquent. Le genre de rire que les gens utilisent pour dissimuler autre chose. Je n'ai pas ri. Je l'ai regardée, l'inclinaison de sa tête, la façon dont elle cherchait l'approbation du regard. Elle jouait pour la salle, pas pour moi, pas pour notre histoire, pas pour l'homme qui s'était assis en face d'elle pendant 8 ans de vacances, d'enterrements, d'opérations chirurgicales, d'échecs professionnels et de vols de nuit. À cet instant, je n'étais pas une personne. J'étais une chute de blagues qu'elle pouvait recycler dans des conversations de groupe. Alors, j'ai plié ma serviette, délibérément. Je l'ai placée à côté de l'assiette à pain, j'ai pris ma carte du petit étui en cuir et j'ai glissé un billet de $100 dessous. Assez pour couvrir ma part, son bar, la bouteille de merlot partagée et le pourboire. Je me suis levé. Pas de gestes théâtraux, pas de chaises renversées, juste une sortie silencieuse. Elle a cligné des yeux. Attends, chérie. Allez. C'était une blague. Je n'ai même pas regardé en arrière, j'ai juste dépassé le bar, dépassé le maître d'hôtel qui m'a fait ce léger signe de tête complice que seuls les hommes plus âgés qui ont assez vécu reconnaissent. Dehors, l'air était plus frais que dans mon souvenir. C'était une de ces nuits de début de printemps où le vent charriait des souvenirs. Je pouvais encore entendre leur rire alors que la porte se refermait derrière moi. Même pas le bon genre de rire, mais le genre de faux rire d'ivrogne, destiné à piquer, à blesser. Elle n'avait même pas remarqué que je n'avais pas souri de toute la soirée. Je ne suis pas rentré en voiture. Je n'ai pas appelé de taxi. J'ai marché devant des boutiques aux volets fermés et des restaurants ouverts 24 heures sur 24. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal, jusqu'à ce que la chaleur pincée derrière mes yeux se soit dissipée. À un coin de rue, j'ai vu mon reflet dans une vitrine. J'étais là, 57 ans, ancien militaire, ancien ingénieur, payant toujours les factures, réparant toujours les fuites, répondant toujours présent. Je me suis regardé et j'ai murmuré, c'est fini entre nous. Mais je ne plaisantais pas. Quand je suis rentré à l'appartement, elle était déjà en train de m'envoyer des textos. Tu fais du cinéma. C'était juste une blague. Sérieusement. Je n'ai pas répondu. J'ai fait un seul sac de sport, avec l'essentiel, les choses qui ne pouvaient pas être remplacées. La montre de mon père, une enveloppe Kraft avec mes papiers de démobilisation et mes documents financiers, une photo de ma fille de mon premier mariage. J'ai laissé la clé sur le comptoir. Pas de mots, pas de discours, juste la clé. Puis j'ai effacé le lecteur d'empreintes digitales, je me suis connecté au compte bancaire joint et j'ai transféré ma part. Pas par dépit, par pragmatisme. Nous n'avions pas de contrat de mariage, pas de lien juridique, juste une vie partagée qui pouvait apparemment être détruite par un sourire narquois devant des huîtres et du chardonnay. Ensuite, j'ai supprimé notre calendrier partagé, ma moitié de nos photos, chaque trace numérique de notre vie commune. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je l'ai laissé tomber dans un tiroir de l'appartement d'un ami à l'autre bout de la ville. Au lever du soleil, je n'existais plus. Ni pour elle, ni pour ses amis, ni pour le monde qu'elle avait construit autour de selfies, de brunchs superficiels et d'affection de façade. Et quand elle s'est retournée à 6h42, s'attendant sans doute à un texto d'excuses, ou au moins à un emoji confus, elle n'a rien trouvé, juste le silence. Et le silence, mon ami, est bien plus assourdissant que la rage. Elle s'est réveillée vers 7h30, à en juger par la lumière. Pas trop tôt. Elle n'a jamais été du genre à se lever à l'aube, sauf si des mimosas à volonté étaient en jeu. Le lit était chaud d'un côté et froid de l'autre, ce qui ne l'a pas interpellée tout de suite. Elle s'est étirée, a bâillé et a trottiné jusqu'à la cuisine dans un de mes vieux t-shirts, s'attendant toujours à me trouver là, en train de préparer le café comme une horloge. Au lieu de ça, elle a trouvé le comptoir vide, pas simplement nettoyé, vidé, pas de portefeuille, pas de clé de voiture, pas de chargeur de téléphone, même pas ce fichu moulin à café. Mais ce qui l'a fait s'arrêter, ce qui a provoqué dans son estomac cette petite torsion prémonitoire, c'était la clé. Le double, celui que nous gardions dans le petit plat en céramique à côté des moulins à sel et à poivre. Elle était posée à plat, parfaitement centrée,
comme placée avec intention. Elle l'a fixée pendant un long moment, puis a ouvert le frigo par réflexe. Pas de reste de pâtes, pas de Tupperware étiqueté, pas de boîte de préparation de repas, juste ses vinaigrettes et 2 tristes bouteilles de rosé. Son premier message était désinvolte. Où es-tu passé, Houdini? Tu as oublié ton corps cette fois. 2 émojis qui rient. Un verre de vin envoyé à 7h58. Pas de réponse. À 9h, le deuxième message a pris un ton différent. Ok, sérieusement, ce n'est pas drôle. Appelle-moi. Le journal d'appel montre 3 appels sortants consécutifs en 2 minutes. Tous sont tombés sur la messagerie vocale. Elle n'en a laissé aucun. Elle a ensuite appelé mon bureau, pour se faire dire par une réceptionniste polie que j'avais moi-même formé que j'avais démissionné. Sans préavis, juste un dernier email avec une adresse de suivi pour les RH et les mots, avec effet immédiat. Le silence a commencé à s'étirer. Elle a ensuite ouvert son application bancaire, ce qu'elle a plus tard décrit à une amie comme découvrir qu'un fantôme avait vidé une pièce dans laquelle vous étiez encore. Mon nom avait disparu du compte joint. Ma photo de profil avait disparu. Même l'étiquette, compte courant joint, était revenue discrètement à son seul nom de jeune fille. L'argent, je n'ai pas touché au sien. J'ai seulement pris ce qui était à moi et je me suis assuré que cela paraisse ennuyeux, ordinaire, pas théâtral, pas vengeur, juste terminé. À midi, elle a appelé 2 de mes vieux amis d'université. L'un n'a pas répondu. L'autre a dit qu'il n'avait pas eu de mes nouvelles depuis des mois. C'était un mensonge. Nous avions bu des bières 3 soirs auparavant, après que je lui ai montré la vidéo de sa petite blague. Il n'avait pas ri non plus. À 14h, elle faisait les 100 pas dans l'appartement, appelant ses amis et essayant de raconter l'histoire comme si elle avait encore une chute amusante. Non, il est juste parti. Jean, complètement disparu. Même pas un mot. Qui fait ça? Son rire était cassant, forcé. Sa voix s'est brisée sur le deuxième, disparu. Le soir, elle a commencé à envoyer des messages à ma fille, ce qui était une erreur. Elle n'avait jamais eu beaucoup d'affinités. Trop de piques passives-agressives sur « ta vraie mère » et « nous ne sommes pas une famille recomposée, nous essayons juste de nous y retrouver ». Pourtant, elle a essayé. Et « as-tu des nouvelles de ton père? Peux-tu juste lui dire que je suis inquiète ?» La réponse est arrivée 4 heures plus tard. Une seule ligne. Il a dit de te dire que la chute a fait son effet. C'est laquelle a commencé à pleurer. Pas parce que je lui manquais. Pas encore. Non, ça, c'est venu plus tard. Elle a pleuré parce que l'homme sur qui elle s'appuyait financièrement, émotionnellement, socialement, avait disparu avec une telle précision que ça lui faisait peur. Pas de désordre, pas de vengeance, juste chirurgical, clinique. Elle a essayé de rappeler. Cette fois, ça n'a même pas sonné. Directement sur la messagerie vocale. Et pour la première fois depuis cette nuit au restaurant, elle a réalisé que ce n'était pas un bluff. Ce n'était pas un homme qui partait en claquant la porte pour bouder. C'était un homme qui exécutait un plan. Et la partie qui la rongeait le plus, c'est qu'elle n'avait même pas vu le moment où il avait pris sa décision. Le dimanche suivant, elle a eu l'audace de poster une photo de son brunch. Même endroit, même groupe, moins une personne. Ma chaise vide n'était pas coupée au montage. Elle était toujours là, une forme tacite dans le cadre. La légende disait, le brunch guérit tout, 2 cœurs, bouteille qui saute #tribu de filles #pas de drame juste du champagne. Mais tout dans la photo criait le contraire. Une semaine plus tôt, cette table aurait été bondée. Maintenant, elle semblait déséquilibrée. 2 des femmes habituelles étaient absentes. L'une était identifiée mais n'a jamais repartagé la publication. Et la meilleure amie, Ali, celle qui avait glapi, fais-le. Dis-le comme si tu le pensais, en filmant mon humiliation publique, avait l'air ailleurs, le visage pâle, les yeux vides, comme si le sourire n'atteignait pas tout à fait. Elles étaient assises à siroter des mimosas, mais personne n'a trinqué. Personne n'a ri aussi fort. Personne ne l'a dit, mais elle l'a regardé différemment maintenant, comme un animal qui a mordu la main qui la nourrit. La première fissure fut subtile. Une fille des relations publiques nommée Cara a annulé leur collaboration à venir, invoquant des conflits d'horaires. Sauf que Cara n'a eu aucun problème à poster des photos au bord de la piscine de son propre brunch ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Puis est venu le vrai coup dur.
La marque de boutique qui lui envoyait des sacs à main gratuits chaque trimestre, a discrètement mis fin à leur partenariat d'ambassadrice. Pas de communiqué, juste plus d'identification, plus de messages privés, plus de réponses aux commentaires. Elle leur a envoyé 2 emails. Ils n'ont jamais répondu. Elle a dit à Ali, ça doit être un malentendu. C'est probablement un truc d'algorithme. Tu sais comment ces marques disparaissent parfois. Mais Ali n'a pas répondu à ça non plus. Voyez-vous, le statut parmi les femmes comme elle ne repose pas uniquement sur l'argent. C'est un écosystème, une monnaie d'échange social, des alliances silencieuses. Le genre d'échafaudage invisible que vous ne remarquez que lorsqu'il commence à s'effondrer, et je tenais plus de fils qu'elle ne le réalisait. Une recommandation discrète par-ci. Un service rendu par-là. Le restaurant leur offrait l'addition parce que le propriétaire me devait une expertise de design. La photographe locale qui shootait leur contenu, Girl Power, j'avais couvert l'hébergement de son site web gratuitement pendant 3 ans. Elle a essayé de réserver une table à une soirée de lancement. Complet. Désolé. Elle a contacté un styliste pour un événement. Déjà engagé avec une autre cliente. Même le bar à vin qu'elle citait à tout bout de champ avait changé de système de réservation et ne trouvait pas son compte de fidélité. Son texto à Ali 2 nuits plus tard était court. As-tu eu de ces nouvelles? 1 heure entière s'est écoulée. Puis une réponse, non. Elle n'a pas répondu, quoi, parce que c'est à ce moment-là que l'idée a commencé à s'insinuer. Peut-être que ce n'était pas une coïncidence. Peut-être que je n'étais pas seulement parti. Peut-être que je retirais, fil par fil, les soutiens silencieux d'un monde qu'elle pensait avoir construit. Les femmes autour d'elle n'étaient pas cruelles. Elles ne l'ont pas confrontée. Elles n'ont pas publié de messages subliminaux ou chuchoté des rumeurs. Elles se sont juste désengagées, lentement, comme si un signal silencieux avait été donné. Le brunch suivant ne comptait que 3 personnes, et aucune n'a commandé de champagne. La semaine d'après, elle n'a pas posté de photos. Et pour la première fois depuis ce dîner, elle s'est surprise à se regarder dans le miroir un peu trop longtemps. Pas pour le maquillage, mais cherchant les fissures. Au début, c'était de la curiosité. Puis c'est devenu de l'anxiété, puis une obsession. Elle a commencé tard un soir, un verre de vin à la main, balayant la pellicule de son appareil photo comme une archiviste légiste. Pas par nostalgie, elle n'a jamais fait dans la nostalgie. Elle cherchait des indices. La preuve qu'il était encore quelque part. Un reçu de restaurant en arrière-plan. Un badge sur son manteau. Une étiquette sur un sac de sport sur une photo de vacances qu'elle n'avait jamais postée. À minuit, elle était sur Instagram, tapant son nom complet. Rien. Pas même le compte anonyme qu'il utilisait pour suivre les rassemblements de voitures locaux. Disparu. Facebook désactivé. Profil LinkedIn inexistant. Elle a même cherché sur Reddit, parcourant les subreddits qu'il mentionnait de temps en temps. Rien. Pas de commentaires. Pas de nom d'utilisateur qui semblait familier. Il avait toujours été un minimaliste numérique. Mais maintenant, c'était comme s'il s'était complètement effacé, comme quelqu'un qui se cache d'un prédateur. Et le prédateur, c'était elle. Elle a de nouveau envoyé un texto à Ali. Tu penses qu'il a changé de numéro? Les points de suspension sont apparus puis ont disparu. Pas de réponse. À 3 heures du matin, elle était sur Pinterest, de tous les endroits possibles, cherchant ses anciens noms d'utilisateurs. Il y sauvegardait des idées de menuiserie, des designs de cabanes minimalistes. Tout avait disparu. Elle a commencé à contacter des gens. Un ami de son ancien travail, un ancien voisin, le barman du pub irlandais qu'il fréquentait 2 fois par mois. La plupart n'ont pas répondu. Ceux qui l'ont fait avaient la même réponse. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je pensais que vous étiez toujours ensemble. Le vendredi, elle a appelé son cousin Jason. Ils n'étaient pas proches. Elle s'était moquée de lui une fois parce qu'il conduisait une Honda Civic manuelle. Elle avait dit que ça sentait 2008. Pourtant, elle a demandé. A-t-il donné de ses nouvelles? Jason a hésité. Pourquoi? Elle a forcé un ton léger. Il est parti. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. Jason a poussé un long soupir. Il va bien. Mieux que je ne l'ai vu depuis des années. Son estomac s'est retourné. Alors, tu l'as vu? Une pause. Il ne voulait pas que je dise quoi que ce soit.
Mais oui, brièvement. À une conférence, hors de l'État. Quel nom utilisait-il? A-t-elle demandé. La voix de Jason a baissé. Tu n'as pas entendu ça de moi, mais deuxième prénom, nom de famille différent. Il a dit qu'il était consultant maintenant. Profil bas. Puis il a raccroché. Elle a rappelé. Directement sur la messagerie vocale. Deuxième prénom, nom de famille différent. Ça l'a frappé plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Comme une gomme finale. Elle était la seule à utiliser encore son vrai nom. Celui dont elle s'était moquée pour être trop formelle en groupe. Elle a ouvert un nouvel onglet, a cherché Daniel Thomas, puis D.T. Weston, puis une série de combinaisons de noms. Rien de concret, sauf une photo floue sur le site web d'une conférence d'État. Panélistes invités à une exposition sur la durabilité. Un homme en costume sombre. Dos à la caméra, parlant à un sénateur de l'État. Elle a zoomé. Ça lui ressemblait. Plus âgé, plus anguleux, confiant, pas l'homme qui portait ses sacs pendant qu'elle posait pour des selfies. Elle a fait une recherche d'image inversée. Aucun résultat. Elle a cliqué sur le nom en dessous. Thomas D. Westman. Nouveau nom, nouvelle vie. Elle l'a croisé avec les registres de propriété, les dépôts de société, les faillites, les procès-verbaux de conseil public. Rien ne correspondait, aucune erreur, aucune négligence. C'était comme s'il avait planifié cette évasion à l'avance. Et elle a commencé à réaliser que c'était peut-être le cas. Chaque fois qu'elle s'était moquée de lui pour avoir imprimé des copies papier de documents financiers, chaque fois qu'elle lui avait dit que ses dossiers bien rangés étaient une énergie de boomer, chaque mot de passe qu'il avait écrit au lieu de l'enregistrer dans un navigateur, ce n'était pas une habitude. C'était une protection. Il n'était pas seulement parti. Il était intraçable. Et plus elle essayait de chasser son ombre, plus elle voyait son propre reflet dans le noir, seul, déjoué par l'homme qu'elle pensait voir toujours se tenir derrière elle, attendant de lui pardonner son prochain rire. Pendant qu'elle était assise, les doigts parcourant des résultats de recherche sans issue et des vides sur les réseaux sociaux, il sirotait son café dans une autre ville, dans une autre chemise, avec une autre colonne vertébrale. Pas plus droite, plus légère. Il n'a pas disparu pour s'échapper, il a disparu pour construire. La première chose qu'il a faite a été de raser sa barbe. Celle qui, selon elle, lui donnait l'air d'un bûcheron à la retraite, mais pas dans le bon sens du terme. Il a passé un rasoir sur sa peau nue, s'est regardé dans le miroir et a vu quelqu'un de nouveau. Pas plus jeune, pas plus vieux, juste tourné vers l'avenir. Il a acheté 3 chemises sur mesure, aucune à carreaux, 2 paires de chaussures, en cuir bruni, puis un manteau, pas chaud et pratique, mais élégant, sombre et délibéré. Son premier achat sous son nom légal complet, Daniel Thomas Weston, fut 15% d'une société de logiciels de logistique qu'il avait conseillé 2 ans auparavant. Il connaissait leurs comptes, leur taux de consommation, savait qu'ils étaient sous-évalués, capital discret, virement direct, pas de siège au conseil d'administration, juste un levier. Son deuxième investissement fut moins conventionnel, une société de chaîne d'approvisionnement spécialisée dans l'acheminement du dernier kilomètre pour les petits fournisseurs, spécifiquement dans des industries dont elle ne s'était jamais souciée d'apprendre l'existence. La paperasse a transité par un trust dont elle n'avait jamais vu le nom, enregistré dans un état qu'elle n'avait jamais visité. L'avocat qui s'en est occupé était un de ses vieux amis. Le genre d'ami qu'elle avait un jour décrit comme un « toast sec dans des chaussures bateau ». Ce toast sec venait de créer le pare-feu juridique qui garantirait qu'elle ne toucherait plus jamais un centime légalement. Dans son appartement, loué au mois, propre, dépouillé, se trouvait un modeste bureau. Pas de désordre, pas de bibelot, juste 3 objets, un stylo plume, un carnet noir et une petite photo pliée. C'était elle, riant avant le brunch, prise avec son ancien téléphone. Il la gardait non pas parce qu'elle lui manquait, non pas parce qu'il regrettait ce qui avait été perdu. Il la gardait comme les soldats gardent les douilles de balle, en souvenir de ce qui a essayé de les tuer et a échoué. Parfois, quand les jours semblaient trop calmes, trop libres, il ouvrait la photo juste pour sentir à nouveau la piqûre. Pas la douleur, mais la précision. Chaque mot de ce restaurant résonnait encore dans son esprit. C'est fini entre nous. Rire. Je plaisante. Mais ce n'était plus une blague. C'était devenu une doctrine. Il ne parlait pas d'elle. Ni au nouveau cercle. Ni aux conseillers, aux investisseurs, aux opérateurs discrets qui commençaient à lui demander son avis. Il ne le connaissait que comme l'homme qui semblait n'avoir aucun passé.
Juste une concentration implacable. Il s'est remis à courir, des semi-marathons, a acheté un vélo, a lu des essais, a dormi 7 heures, s'est levé tôt, non pas parce que quelqu'un avait besoin de lui, mais parce qu'il en avait envie. Il ne laissait aucune trace numérique car il n'y en avait pas besoin. Il ne désirait pas être vu. L'anonymat était le but. Et chaque contrat qu'il signait, chaque dollar qu'il plaçait, chaque réunion où quelqu'un le prenait pour un homme qui avait toujours tout maîtrisé, ce n'était pas seulement des victoires. C'était des briques. Il ne construisait pas une vengeance. Il construisait une vie qui ne pouvait pas être balayée d'une blague. Et au fond de son tiroir, avec cette photo pliée, il y avait autre chose. Une page qu'il avait arrachée de son magazine de mode préféré. Un de ceux qu'elle lisait en faisant semblant de ne pas regarder son téléphone. Dessus, une citation qu'elle avait un jour soulignée. Le pouvoir n'est pas bruyant. Il est silencieux. C'est la pièce où personne ne vous voit entrer. Il souriait à cela chaque fois qu'il ouvrait le tiroir. Parce que maintenant, il était devenu la pièce, et elle ne pouvait même pas en trouver la porte. Tout a commencé par une photo, une qui n'était même pas censée avoir d'importance. Une photo d'arrière-plan dans une story Instagram, floue et de biais, juste un rapide panoramique de la file d'attente à la réception d'un gala de charité. Le genre d'événement où les gens posent à côté de centres de table hors de prix et font semblant de se soucier du développement des infrastructures régionales tout en jugeant discrètement les chaussures des autres. Mais il était là, juste derrière une conseillère municipale, dans un costume anthracite. Pas de cravate, une pochette de costume bleu marine, les cheveux peignés en arrière, plus courts que dans son souvenir, les épaules carrées comme s'il n'avait plus rien à expliquer. Le plan n'a duré qu'une seconde, mais quelqu'un l'a mis en pause, l'a recadré, l'a partagé. C'est Daniel ? 3 conversations de groupe se sont enflammées. L'une l'a envoyée à Ali. Ali n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de ça, elle l'a appelé. Pas de politesse. Pas de « Salut ma belle », juste « Tu l'as vu ?» Elle l'avait vu. Au moment où l'image a atterri sur son téléphone, elle est restée immobile. Pas le genre d'immobilité de quelqu'un qui se fait prendre, mais quelque chose de plus étrange, comme si son corps avait cessé de fonctionner. Son pouce est resté en suspens. Ne faisant pas défiler, ne sauvegardant pas, juste bloqué. Parce que l'homme sur cette photo n'avait pas l'air blessé, mesquin ou perdu. Il avait l'air absent de tout ce qu'elle avait autrefois représenté. De son orbite, de son récit. Sa posture disait tout. Pas suffisant, pas vindicatif, mais comme un homme qui n'avait pas besoin d'être remarqué pour être pertinent. Elle a zoomé 2 fois. L'épinglette sur son revers ne lui était pas familière. Un conseil d'administration au niveau de l'État, a-t-elle deviné. La femme à côté de lui avait la soixantaine, respectée, bien connectée. Il ne s'accrochait pas à elle. Ils étaient des égaux dans cet espace. Tu m'as envoyé ça pour me faire chier ? A-t-elle demandé doucement au téléphone. Non, a dit Ali. Et puis, après une pause. Je ne savais pas qu'il serait là. Elle s'est mordu la lèvre. Mais tu savais qu'il referait surface, n'est-ce pas ? Un autre silence. Pas comme ça, a dit Ali. Elle est allée dans sa cuisine, a regardé la bouteille de vin à moitié vide. Elle n'avait pas cuisiné depuis 3 jours. Son frigo contenait principalement des sauces et de vieux plats à emporter. Il lui est venu à l'esprit que c'était lui qui faisait les courses. C'était lui qui se souvenait de renouveler les ordonnances, d'acheter des piles, de réparer la charnière de placard cassé. Et c'était lui qui savait comment quitter discrètement un navire en train de couler pendant qu'elle dansait encore sur le pont. Elle a retrouvé ses anciens textos, toujours là, bien que marqués comme « service non disponible ». Elle en a fait défiler un datant d'1 an. N'oublie pas de t'hydrater pendant la conférence. Il disait des choses comme ça. Un amour discret, responsable, invisible. Le genre qui ne remporte pas d'applaudissements, mais qui maintient les gens en vie. Ali a de nouveau rompu le silence. Il avait l'air bien, a-t-elle dit, d'un ton indéchiffrable. Elle détestait qu'Ali les remarquait. Détestait encore plus qu'elle n'ait pas tort. Oui, a-t-elle admis, c'est vrai. Leur silence s'est éternisé. Quelque part au fond de son esprit, elle sentait se former une nouvelle anxiété, une qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Parce que s'il avait refait surface une fois, cela signifiait qu'il l'avait choisi. Cela signifiait que tout ce qui allait suivre serait délibéré. Et cela signifiait une chose terrifiante.
Il ne se contentait pas de vivre sans elle. Il agissait stratégiquement. Et personne ne savait quel serait son prochain coup. C'était un dîner un jeudi soir au Bellacroix, le genre d'endroit avec un éclairage tamisé, des assiettes chères faites pour paraître artisanales et des serveurs qui portaient des tabliers comme des blouses chirurgicales. C'était l'idée d'Ali. Faisons une remise à zéro du palais, avait-elle dit. Ce qui signifiait, faisons comme si tout allait bien. Entourons-nous de verres, de ragots et de salades de betteraves rôties jusqu'à ce que nous oublions la photo qui hante encore notre conversation de groupe. Elle portait sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les événements où elle voulait être photographiée. Elle avait bouclé ses cheveux juste comme il faut, refait ses ongles cet après-midi-là. Un contrôle factice, appliqué en couche. Elle était au milieu d'une histoire, quelque chose de ridicule à propos d'un nouveau professeur de pilates qui disait, inspirer la confiance, en lui touchant le bas du dos, quand le serveur est apparu. Un jeune homme, poli, oubliable. Il n'a pas dit un mot, a simplement placé une petite enveloppe crème directement devant elle. Pas de carte, pas de mots, juste son nom, manuscrit en lettres capitales. La table s'est tue. Quelqu'un a ri maladroitement. C'est un truc d'admirateur secret? Mais elle ne riait pas. Son estomac s'est noué. Ce n'était pas mignon. Ce n'était pas séduisant. Ça semblait manigancé. Elle a glissé un ongle manucuré sous le rabat et l'a ouvert avec une tension lente et délibérée. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier, un reçu et un mot plié. La première page était une déclaration notariée du directeur d'un hôtel du centre-ville. Des dates spécifiques, des noms spécifiques, des demandes de services en chambre, de plats, du vin, des serviettes supplémentaires. L'une des nuits mentionnées était le même week-end où elle lui avait dit qu'elle passait la nuit chez Ali après avoir bu trop de vin. Ses yeux ont parcouru la 2e page. Une déclaration signée du concierge confirmant un rendez-vous au spa et une note concernant un service de voiture organisé pour Mademoiselle A. Elle n'a pas fini de la lire. La 3e feuille était pire. Une image, une impression couleur, horodatée. Une vidéo de surveillance, floue mais sans équivoque. 2 silhouettes s'embrassant au service voiturier. Elle n'a pas voulu regarder de l'autre côté de la table, mais elle l'a fait. Ali. Il y a eu une longue seconde avant que le mot ne glisse d'entre ses doigts. Il a voltigé et a atterri juste sous son assiette. Elle s'est penchée et l'a récupéré avec une main qui ne cessait de trembler. C'était l'écriture de sa meilleure amie. Elle a reconnu les boucles, les petites fioritures prétentieuses à la fin de chaque i. Il était écrit, je ne savais pas qu'il le découvrirait. Je le jure. Je ne savais pas qu'il gardait des archives. Sa fourchette a heurté la table avec le bruit d'un marteau qu'on laisse tomber. Le son sec a traversé le brouhaha ambiant du restaurant. Son sourire, rigide, performatif, s'est complètement effondré, les lèvres entr'ouvertes, le souffle saccadé dans sa gorge. Les femmes autour d'elle ne savaient pas si elles devaient parler. L'une a attrapé un verre d'eau. Une autre a simplement fixé, trop polie pour demander, trop intéressée pour détourner le regard. Elle a levé la tête et a croisé le regard d'Ali. Ali était devenue blanche comme un linge, les mains crispées sur ses genoux, la bouche bougeant, aucun mot ne se formant. Elle savait. Pas seulement pour le baiser, pas seulement pour la trahison. Elle savait qu'il était derrière tout ça. Que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas juste un secret révélé. C'était un message, soigneusement chronométré, soigneusement placé. Et il n'était pas accompagné de cris, d'accusations ou de larmes. Juste du papier. Du papier qui pliait toute sa façade en deux. Là, sur une table couverte d'entrée à $36. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a chuchoté, toi. Ce n'était même pas dit avec colère. Juste une fissure. Basse et fracturée. Un son qui a à peine traversé la table. Et pourtant, tout le monde l'a entendu. Les verres se sont arrêtés en l'air. Un couteau planait au-dessus d'un confit de canard. Le téléphone de quelqu'un a vibré sans réponse. Ali n'a pas répondu tout de suite. Elle a cligné des yeux lentement. Les lèvres entr'ouvertes, comme si elle essayait de se convaincre que cela ne lui était pas destiné. Qu'elle avait peut-être mal entendu. Que peut-être, d'une manière ou d'une autre, il ne s'agissait pas de la photo du voiturier, ni de la note de sa propre main, ni du rendez-vous au spa qu'elle n'aurait jamais cru traçable. Je. A commencé Ali, puis s'est arrêté, s'étouffant avec rien. Je ne pensais pas qu'il. Mais elle n'a pas fini.
Elle s'est levée, a trébuché contre sa chaise et est sortie tout droit du restaurant. Pas un mot, pas un sac à main attrapé, pas un au revoir, juste l'instinct d'un animal en fuite. Partir avant que ça n'empire. Les autres femmes sont restées figées. Non pas par loyauté envers l'une ou l'autre, mais par peur. Peur d'être la prochaine. Peur de la force silencieuse qui venait de faire exploser la hiérarchie sociale sur laquelle elle s'était tout appuyée comme sur un échafaudage. Elle tenait toujours les pages. Sa main s'était crispée en une griffe. Sa respiration était saccadée. L'enveloppe était déchirée, mais toujours là. Un serveur est venu remplir son verre d'eau et s'est arrêté, sentant instinctivement qu'il était trop près de quelque chose de brut, de chirurgical. Il a posé la carafe doucement et s'est reculé sans un mot. Elle a de nouveau regardé la note. L'écriture. Je ne savais pas qu'il gardait des archives. Des archives, pas des photos, pas des souvenirs. Des archives. Ce n'était pas une vengeance spontanée. C'était une opération. Elle a attrapé son téléphone, les doigts tremblants, et a ouvert son calendrier. Elle a remonté jusqu'au week-end du reçu de l'hôtel. Les dates correspondaient. Elle lui avait dit qu'elle était avec Ali. Journée au spa, soirée pyjama. On se fait des masques et on boit du vin, chérie. Je serai injoignable. Et il n'a jamais discuté. Il a juste dit, super. Verrouille la porte. Verrouille la porte. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait dit. Calme, plat, même, comme une pensée après coup. Mais maintenant, assise dans la lumière tamisée de ce restaurant, ça sonnait différemment. Il savait déjà, peut-être pas tout, mais assez. Il avait déjà commencé à planifier. La trahison était un événement pour elle. Mais pour lui, c'était un point de départ. Et le pire, ce n'était pas l'enveloppe, ni les papiers, ni même la disparition d'Ali. C'était de savoir qu'il n'avait pas eu besoin de se montrer. Il n'avait pas eu besoin de la confronter. Il ne voulait pas qu'elle crie, supplie ou se défende. Il voulait juste qu'elle sache, qu'elle s'y noie, qu'elle réalise que le monde qu'elle pensait posséder, les amis, les invitations, les mensonges inoffensifs, était devenu un échiquier. Et elle venait d'apprendre qu'il n'était pas un pion. Il était celui qui avait renversé l'échiquier. L'une des femmes s'est finalement penchée. C'était quoi ce bordel? Mais elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Elle est restée assise, la mâchoire serrée, agrippant une page couverte de dates et de signatures. Parce que pour la première fois de sa vie, ce n'était pas elle qui faisait taire la pièce. C'était elle qu'on laissait dans le silence. Elle a claqué la porte derrière elle assez fort pour faire trembler les cadres. Ses talons claquaient sur le parquet comme des coups de feu. Bouteille de vin, verre. Elle n'a même pas pris la peine d'allumer les lumières. Les papiers étaient toujours serrés dans sa main, froissés et moites comme les preuves d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Sauf qu'elle l'avait commis. Ou du moins, il s'était assuré qu'elle ne pourrait plus prétendre le contraire. Elle a laissé tomber l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine et l'a déballée, étalant le contenu comme les cartes d'une main de poker perdante. Sa respiration était courte, superficielle, chaude. Les déclarations notariées, la photo, la note d'Ali, tout était étalé devant elle comme un piège dans lequel elle était tombée en souriant. Mais il y avait un dernier document qu'elle n'avait pas pris la peine de lire. Quelque chose de plus épais, de plus lourd. Elle l'a décollé du dos de l'enveloppe. Le papier avait du poids. Une texture officielle. Elle connaissait cet aspect. Des documents de transfert de propriété. Le genre qu'on signe dans le bureau d'un notaire sous une lumière artificielle pendant qu'un homme dans une cravate trop serrée tamponne et vous le rend avec un sourire. Elle n'a pas compris au début. Son nom n'y figurait pas. Celui d'Ali, si. Adresse de la propriété transférée. Elle a lu la rue, a cligné des yeux, l'a relu. C'était l'appartement d'Ali. Celui avec le loft dans le quartier branché. Celui dans lequel Ali venait d'emménager l'année dernière après que sa relation avec son ex ait implosé. Le bâtiment, l'unité, l'acte de propriété. Daniel T. Weston inscrit comme le nouveau propriétaire légal. Pas une location, pas une reprise de bail, un achat. Elle a laissé tomber le document sur le comptoir comme s'il la brûlait. Son téléphone a sonné. Ali. Elle a fixé le nom mais n'a pas décroché. Ne pouvait pas, ne voulait pas. Au lieu de ça, elle a tourné la dernière page où l'encre était encore assez fraîche pour briller sous la lumière de la cuisine. Là,
griffonné dans son écriture familière et soignée, toujours en majuscule comme s'il ne faisait jamais confiance à la cursive, se trouvaient 11 mots. Jetable. C'est comme ça que vous me vous voyez toutes les deux. Maintenant, vois ce que ça fait. Elle s'est assise lentement, les genoux flageolants comme lorsqu'on réalise que la gravité s'applique désormais à votre vie. Il n'avait pas crié, n'avait pas incendié sa garde-robe, ni posté de capture d'écran ou envoyé des textos de groupe venimeux. Il avait juste acheté la maison de sa meilleure amie sous son nez. Un achat silencieux, une expulsion silencieuse, un message écrit non pas dans le sang, mais dans des actes notariés. Elle a imaginé Ali rentrant chez elle, déverrouillant la porte, pour trouver un avis officiel scotché à l'intérieur. Veuillez libérer la propriété dans les 30 jours. Transfert de propriété effectif immédiatement. Pas de confrontation, pas d'avertissement, juste un pouvoir froid, silencieux, chirurgical. Elle a de nouveau fixé le document, espérant irrationnellement qu'il changerait, qu'une clause l'annulerait, que c'était peut-être un faux. Mais il n'était pas du genre à truquer quoi que ce soit. C'était sa spécialité. Ce qu'il faisait était réel, légal, contraignant. Un homme qui, pendant 8 ans, avait payé des factures, réparé des charnières, s'était souvenu des anniversaires, non pas parce qu'elle le demandait, mais parce qu'il le remarquait. Le même homme qu'elle avait transformé en chute de blague de dîner. Il n'avait rien dit. Et pourtant, le voilà, parlant plus fort que quiconque elle n'avait jamais rencontré. Elle a refermé l'enveloppe et est restée assise là pendant un long moment, sans penser, sans même cligner des yeux, juste assise dans les décombres de sa propre arrogance. Il ne l'avait pas détruite. Elle venait simplement de réaliser ce que ça faisait de perdre quelque chose qu'elle ne pensait pas capable de partir. C'était un vernissage dans le quartier des Arts, un de ces espaces éphémères où les gens font semblant de comprendre la sculpture abstraite tout en jugeant discrètement les chaussures des autres. Elle n'avait pas prévu d'être là. En vérité, elle était la part pure désespoir. Sa dernière amie dans ce cercle avait cessé de répondre aux textos, et c'était sa tentative de réapparaître, de se rétablir, de récupérer le peu d'influence qui ne lui avait pas encore glissé entre les doigts. Elle venait à peine de franchir l'entrée qu'elle l'a vue. Daniel. Les cheveux un peu plus longs que sur la dernière photo. Manteau noir, confiance séchée. Et à côté de lui, une femme, gracieuse, plus âgée, élégante, pas accent grave-l'œil, pas une femme trophée, le genre de femme qui ne dit rien du tout et réussit quand même à donner à tout le monde dans la pièce le sentiment d'être mal habillée. Ils ont ri de quelque chose, sincèrement, pas de manière performative, et elle a senti ses poumons se serrer, un son qu'elle n'avait pas entendu de lui depuis des années. Pas comme ça. Il ne l'a pas vu tout de suite. Ou peut-être que si, et il n'a juste pas bronché. Mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Ses bottes ont claqué contre le sol en béton alors qu'elle traversait la galerie en une ligne droite et ininterrompue. Sa poitrine était serrée, sa bouche sèche, son estomac quelque part entre la rage et le chagrin. Daniel. Il s'est tourné lentement, ni surpris, ni agacé, juste conscient, comme un homme qui avait déjà simulé cette scène dans son esprit. Pendant un instant, elle est restée là. Elle voulait crier. Elle voulait pleurer. Elle voulait le gifler et le serrer dans ses bras et lui demander comment diable il avait pu disparaître pour revenir ainsi. Mais tout ce qui est sorti, c'est « pourquoi ?» Il a légèrement penché la tête. Pourquoi quoi? Sa voix était calme, presque trop calme. Pourquoi ça, a-t-elle dit, les bras grands ouverts, la voix craquant. L'enveloppe, l'acte de propriété, Ali, tout ça. Tu as tout détruit. Il l'a regardé comme les chirurgiens doivent regarder leurs incisions. Précis, imperturbable. Parce que ton rire, a-t-il dit doucement, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Qu'est-ce que ça veut même dire? Il n'a pas répondu. Au lieu de ça, il est passé à côté d'elle. Pas brusquement, pas cruellement, juste fini, comme si elle était la porte d'une pièce où il ne vivait plus. Puis il s'est arrêté. Elle a retenu son souffle. Peut-être qu'il allait dire quelque chose de réel, d'humain. Peut-être que c'était la partie du film où les anciens amants se disent enfin. Le bail se termine la semaine prochaine, a-t-il dit sans se retourner. Et puis il est parti. Pas lentement, pas de façon spectaculaire, juste proprement. Elle est restée dans la galerie, entourée de gens qu'elle ne connaissait pas, regardant un homme qu'elle avait cru posséder socialement, émotionnellement, spirituellement. Mais elle ne l'avait jamais possédé. Elle avait simplement sous-estimé le poids de son silence.
Et maintenant, même sa sortie de scène avait des conséquences. Une semaine plus tard, Ali a emménagé chez sa sœur. Les serrures ont été changées à midi. Le gérant de l'immeuble lui a remis un dossier neutre et a dit « nouveau propriétaire ». La procédure légale est définitive. Le mot « définitive » a résonné dans sa tête. Il était vraiment parti.